Powhatan Tetuaupua O'Opa naît le 10 mai 1895, année de l'annexion de son île de Huahine aux îles sous le vent. L'épisode de l'annexion est loin d'être pacifique, puisque les habitants de Huahine livrent une dernière bataille courageuse contre les forces militaires avant de se rendre. La reine Teapapa II se voit contrainte de capituler. Elle remet tous ses pouvoirs sans réserve, ni restriction, ni condition quelconque, confiant dans la force, dans la justice et dans la douceur de la République française. Au début des années 1900, Huahine ne compte pas plus de 1000 habitants. Dans le village de Fare où Powhatan a grandi, les activités religieuses rythment le quotidien de la population. L'administration française est, quant à elle, simplement représentée par le gendarme, qui remplit également les fonctions d'instituteur. 1914. La Première Guerre mondiale éclate et les établissements français d'Océanie ne sont pas épargnés par le conflit. Papeete, la capitale de Tahiti, est bombardée le 22 septembre 1914 par 2 cuirassés allemands. La population tahitienne, choquée par l'agression, est saisie d'un élan de solidarité et décide de porter main forte à la nation. Les établissements français d'Océanie fournissent plus de 1000 hommes à l'armée française. Powhatan s'engage comme volontaire dans le bataillon mixte du Pacifique, qui embarque le 13 avril 1917 à bord du Palona. Le 7 juin 1918, les soldats du bataillon montent au front. Ils connaissent l'enfer des tranchées. Une guerre atroce a ravagé le monde. Des hommes par millions ont versé leur sang pour leur patrie. À la fin de la guerre, le bataillon séjourne quelques mois sur le territoire français et le jeune Powhatan observe ces valeurs républicaines et égalitaires dont on lui apprend qu'elles font la grandeur de la nation. À leur retour à Tahiti, le 28 juin 1919, ils sont accueillis en héros. Powhatan s'installe à Papeete en 1920. Il y exerce plusieurs petits métiers. Il est tour à tour charpentier et marchand ambulant. Il partage avec ses amis, anciens combattants, des préoccupations nouvelles, car les injustices et les inégalités gangrènent la petite société insulaire. Il réalise que les pouvoirs économiques et politiques échappent aux Tahitiens et qu'ils deviennent étrangers sur leur propre terre. Sa petite échoppe devient rapidement un lieu d'affluence et d'influence où il aguerrit ses talents d'orateur et de rassembleur. Cependant, il n'existe pas encore de tribune politique pour les gens du pays. Il n'y a pas d'élections à l'époque, ou très peu. Il y a simplement des élections municipales ou des élections pour les conseils de district. Mais la vie politique est embryonnaire et de toute façon, les décisions appartiennent au gouverneur et à son entourage. C'est à partir de 1940 que Powhatan devient un personnage public. Il a été, dans l'entre-deux-guerres, un agent électoral auprès du maire de Papeete, Fernand Cassio, et a su se faire apprécier de ses concitoyens. Et puis arrive la guerre, et là, il réagit sans doute en tant qu'ancien combattant. La défaite de la France lui fait mal, et il décide donc de s'engager pour que la France ne soit pas définitivement battue. Donc tout naturellement, je dirais, il s'engage pour la France libre, et il pousse son fils à aller à la guerre. Membre du comité de Gaulle, Powhatan participe activement au ralliement des établissements français d'Océanie à la France libre. Mais les problèmes ne tardent pas à poindre. Certains voient dans cette guerre une occasion de profit. Le scandale éclate lorsque la population apprend que les ravitaillements ne sont pas équitables entre Tahitiens et expatriés. Moi, je me rappelle, étant toute petite, j'avais peut-être 6 ans, on nous donnait des bons pour aller au magasin chercher du lait. Ma maman, elle a 8 enfants, c'est une grande famille. Alors, on n'a droit qu'à des petits trucs, une boîte de lait ou un pain. Tout ce qui arrivait, c'était consigné pour les fonctionnaires, quoi. Et nous, les petits, on n'avait rien, quoi, des petits trucs de rien du tout. Soutenu par le peuple, Powhatan prend de l'assurance et conduit un mouvement d'opposition qui dénonce les dérives de l'administration coloniale.
Et Powhatan finalement prend la France un peu dans ses propres travers, en disant je ne suis pas l'ennemi de la France, mais je suis au contraire le premier partisan de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Il mène des actions offensives qui inquiètent le gouverneur et les représentants de l'État. Du statut de soldat patriote ami de la nation, il devient aux yeux des autorités un agitateur, un meneur et un fauteur de troubles. Powhatan, c'est un homme courageux. Et il y a un peu de Robin des Bois chez Powhatan. Il y a une scène qui est vraie où on le voit sauter sur une charrette qui amène du ravitaillement avec du pain, du lait. Et avec tout le courage qu'on lui connaît, il saute sur la charrette et il distribue du pain à la population. Et c'est ça Powhatan. Powhatan, c'est un juste. C'était un homme juste et même un justicier. C'est dans ce contexte que Powhatan prend l'initiative d'une pétition contre les profiteurs de guerre. Mais les pétitions sont interdites dans la colonie et le gouverneur a les pleins pouvoirs. C'est ainsi qu'en août 1942, Powhatan et son ami Théata se font arrêter et jeter en prison. C'est le début de l'acharnement du gouverneur Orselli à coups de condamnation, d'assignation à résidence et d'exil forcé. I te horoma piti no a te te pō te matahiti, tau tini wahandare maha arue mapiti. E tuhi atu e, ingi e te paira o Loren, paamia e te pupui te rimu. E ui ati i te mauhiri ati aore, te opani e te atu e te motura uene, mai te horoa ore i te maa, e te whare whaera. I te tērahi a te au o te awa e, ai te roa ta te tumidara te te e paunora. Uhare maua nani ai te a i propora, e tani niru ia de gol no te whae te whaatere ati ore i rawe hia inga ia mau. Mai te parau, ua hina aro wau. E o ia te heiti te aumarite. No te rira tungu parau haware, i tape hia iau, e awa hia atu e i motu ona. 18 mois après leur arrestation, en décembre 1943, l'exil de Powhatan et de son ami Théata s'achève par une détention de 3 mois à la prison de Papeete. Powhatan comprendra plus tard que ce sont les membres du comité de Gaulle qui furent à l'origine de son arrestation, l'accusant d'être un révolutionnaire prêt à déstabiliser l'administration et son gouverneur. Au sortir de la guerre, la France s'engage dans une série de réformes pour ce qui concerne l'outre-mer. Une vie politique va donc voir le jour dans les établissements français de l'Océanie. En octobre 1945, et pour la première fois, les Tahitiens sont invités à voter pour désigner leur député qui siégera à l'Assemblée nationale. Powhatan entend saisir cette opportunité pour concrétiser son engagement. Il se présente, mais ne recueille que quelques voix face au pasteur Vernier, une figure populaire et unanimement respectée. L'élaboration de la vie politique et institutionnelle se poursuit. C'est au tour de la première assemblée représentative d'être constituée en décembre 1945 avec 20 élus désignés par un collège électoral unique. Powhatan aurait souhaité que l'Assemblée représentative ne soit pas élue tout de suite. Il aurait voulu qu'on attende le retour finalement de la jeunesse valeureuse de ce pays, c'est-à-dire des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale qui ne sont pas encore démobilisés et qui sont restés en France et qui ne reviendront qu'en 1946. Et il trouve que ceux qui devraient siéger à l'Assemblée territoriale, ce ne sont pas les notables demeurés à Papeete pendant la guerre, mais plutôt les vaillants enfants du Fénois qui sont partis se battre aux côtés de la France. Le bataillon des guitaristes revient à Tahiti en janvier 1946. La population en liesse est fière de ses héros. En signe de reconnaissance, on leur promet des postes dans l'administration. Au mois de juin et novembre 1946, de nouvelles élections sont programmées pour finaliser la mise en place de la Constitution de la 4e République. Celle-ci prévoit notamment de supprimer le mot « colonie ». Les établissements français d'Océanie deviennent territoire d'outre-mer. Powhatan se porte à nouveau candidat aux élections de juin, mais là, un refus de mener campagne lui est ordonné par le gouverneur au Mans. Suite à une disposition se référant à ses démêlés judiciaires de 1942, il est privé de ses droits civiques jusqu'en 1950. Il décide de ne pas se soumettre et démarre les réunions de campagne.
le gouverneur avertit par voie de presse que le candidat O'Opa est inéligible. Tous les moyens sont mis en œuvre pour entraver sa campagne. La gendarmerie lui confisque ses affiches. Il est radié de la liste électorale et les bulletins de vote à son nom ne sont pas imprimés. Malgré une élection tronquée, plus de 3700 bulletins sont enregistrés comme nuls et sont attribués pour nombre d'observateurs aux candidats écartés. Après ces élections, les combattants du bataillon décident de se constituer en union des volontaires pour soutenir les revendications de Powhatan et manifester leur mécontentement aux autorités au nom des promesses non tenues. De leur côté, Powhatan et les siens créent le comité Powhatan en février 1947, dont la mission affichée est de lutter contre les injustices et les abus flagrants. Leur première action commune se déroule au mois de mai 1947. Ils font alors circuler une pétition contre les passe-droits. Là-dessus, il y a un aspect très conjoncturel, c'est qu'on annonce que 3 fonctionnaires français arrivent par bateau, le bateau qu'on appelle le Ville d'Amiens, qui avait l'habitude donc de transporter des passagers et du fret venant de métropole. Et les Polynésiens, aussi bien à l'Assemblée que dans l'entourage de Powhatan, on estime que les 3 fonctionnaires sont inutiles parce que, vu leurs fonctions, on pourrait trouver facilement des Polynésiens qui pourraient occuper ces fonctions. Quelques 2000 manifestants se retrouvent alors sur le quai. L'Union des volontaires est sur le pied de guerre. Certains sont armés. Les passagers sont contraints de rester à bord du Ville d'Amiens. C'est sa première action, ça, sur les quais de Papeete. Et c'est depuis là, je crois viscéralement, il ne pouvait pas accepter que son peuple ne soit pas traité correctement. Je crois que c'est ça la base de Powhatan. Il voulait respecter la dignité de son peuple. L'état de siège est déclaré et le gouverneur envisage de renforcer la présence militaire, mais en même temps, il craint un retournement des soldats tahitiens. L'inspecteur des colonies, la salle serrée, recommande expressément au gouverneur de procéder à des arrestations. 34 personnes sont emprisonnées. 5 mois plus tard, elles sont jugées et un acquittement général est prononcé. Et c'est un peu la bonne surprise que ce jugement de 1947 d'un juré d'assises populaire qui acquitte Powhatan et l'ensemble des accusés, lesquels sortent du tribunal et sont accueillis par une vibrante marseillaise de leurs partisans. C'est dire que ce sont des anciens combattants, ce sont des gens justes, leur drapeau est le drapeau français, et ce n'était pas un complot contre la sûreté nationale ou contre l'État à l'époque, mais c'était encore finalement une sorte de haut fait militaire de leur part, mais aussi pour leur peuple. À présent, la salle serrée considère Powhatan comme l'ennemi de la nation. En 1947, Powhatan prône une océanisation des cadres soutenue par une politique de formation de la jeunesse autochtone. Auprès des autorités, l'idée n'est pas considérée comme sérieuse. Le Tahitien est un grand enfant à qui on ne pourra jamais confier les leviers de commande d'aucune machine sociale, économique ou politique, sans qu'il en résulte de fâcheux incidents. Et la plupart des gouverneurs ont dit d'ailleurs sur les Tahitiens des choses qui étaient à la limite du racisme.
Un peuple inconstant, un peuple d'enfants, ce sont des menteurs, ce sont des jouisseurs, ce sont tout ce qu'on veut, ils avaient tous les défauts. Et naturellement, Pouvana pouvait très très bien jouer là-dessus en montrant que les gouverneurs, eux par contre, ne connaissaient rien à Tahiti et surtout qu'ils avaient la volonté de dénaturer le peuple tahitien. 1947 est donc un tournant décisif. Une conscience politique est née et Powana semble incarner aux yeux de la population autochtone un espoir de changement. En octobre 1949, le décès soudain du député Georges Anne provoque des élections législatives anticipées. Ses adversaires le présentent comme un dangereux communiste, provoquant la méfiance des églises et d'une certaine frange de la population. Il est contraint de faire un démenti dans la presse. Malgré les nombreuses attaques, il remporte l'élection largement devant le pasteur Vernier. Powana Aopa est alors le premier député tahitien. Et là, ça a été la stupeur au niveau de l'administration. Comment est-ce possible ? Ils ne se sont pas rendus compte que l'administration était devenue aussi impopulaire aux yeux des Tahitiens. Dans l'euphorie de cette première grande victoire électorale, et malgré le mauvais accueil que leur promet la classe dirigeante, le comité Powana et le mouvement d'union des volontaires fusionnent pour créer le Rassemblement démocratique des populations tahitiennes, le RDPT. Il est le premier parti politique du territoire. Le 17 novembre 1949, se tient le congrès constitutif du RDPT. Les membres fondateurs adoptent un projet politique qui repose sur une profonde modification des rapports entre la France et le territoire. Il veut des Tahitiens au pouvoir, c'est le sens de son combat politique. Il a aussi des combats économiques, sociaux, mais il a un combat politique pour que des Tahitiens accèdent à des places dans ce qui n'existe pas encore, c'est-à-dire un gouvernement. Et donc, le combat qui va être mené par des hommes comme Pouvana, c'est pour que le citoyen polynésien, il ait au moins les mêmes droits que le citoyen métropolitain. Avec toujours cette contradiction, on veut être tahitien, on veut reconnaître notre particularisme tahitien, mais en même temps, on demande les mêmes droits que les citoyens français. Et là, il y a une petite contradiction, un peu difficile à résoudre, mais qui explique les ambiguïtés, quelquefois, du combat de Pouvana et de ses amis. Il y a bien des textes qui sont idéologiques, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus tourné vers la défense du peuple, lui donner à manger, lui donner les équipements nécessaires, éduquer les enfants, etc. Donc, le succès de Pouvana a aussi été dû au fait qu'il savait rester dans le domaine du concret. De même, les concepts républicains sont inévitablement soumis à réinterprétation une fois qu'ils sont illustrés dans le langage imagé du tahitien. Traduite en tahitien, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, ça pourrait être Tiamara, Aifaitora, Autera. Il n'y a pas d'ambiguïté sur les deux derniers termes, l'égalité et la fraternité, ça se comprend très bien. Il y a un gros flou, une grosse interrogation sémantique sur ce que veut dire le mot Tiamara, qui peut vouloir dire à la fois la propreté, pratiquement le fait d'être digne, d'être bien, ou alors la liberté, ou alors la libération. Et donc c'est sans doute sur cette ambiguïté sémantique que joue beaucoup Powana en finalement prenant à son propre compte la devise de la République. Dès sa création en 1949, Powana confie le fonctionnement du parti à ses proches compagnons. La gestion administrative et l'organisation du RDPT sont assurées par Jean-Baptiste Serran-Jérusalemi. Il met ses talents d'organisateur et son énergie au service de la création de sections dans les quartiers, les entreprises, les districts, les goélettes. Powana, lui, a le charisme et l'éloquence. Il exalte son auditoire. Il promet un combat collectif pour un destin, une nation, une émancipation. Avec Powana se crée une vie politique fondée sur une culture religieuse et biblique.
il se servait de la Bible comme d'une barre fixe autour de laquelle il pratiquait le grand soleil en permanence. C'était un très grand connaisseur de la Bible. Et les Tahitiens comprennent exactement ce qu'il veut dire. Donc c'est très métaphorique, c'est très poétique. Ça énerve beaucoup certains gouverneurs ou certaines personnes à Paris qui trouvent ce monsieur extrêmement mystique et pas du tout sérieux. Mais au fond, c'est la culture commune à tous les Polynésiens à l'époque et c'est comme ça qu'ils se comprennent très bien en parlant d'un destin, en parlant d'une histoire. Après tout, l'Ancien Testament parle de juges, de lois, de royaumes, de combats. Et donc, à travers toutes ces références, ils tracent l'histoire à venir de leur pays. En signe de ralliement, le RDPT décide de se doter d'un emblème. Ce sera le drapeau tahitien, aux couleurs rouge et blanc. En lui, le peuple a trouvé son guide, faiseur de loi. Désormais, on le surnomme le Metua. Le concept de Metua, c'est un concept très intéressant parce que c'est un père. Et on est père de ses enfants. Pas de tout le monde, pas de tous les enfants. Et je pense que Powahana était le père des Tahitiens, mais il n'avait peut-être pas pour volonté d'être le père de l'ensemble des gens qui vivaient en Polynésie française. À mon avis, il était vraiment le père d'une famille, d'un peuple qui se reconnaissait en lui. Le Metua est plébiscité par son peuple. En 1950, il part en France pour siéger pour la première fois à l'Assemblée nationale. Sa fonction de député, il envisage comme une mission religieuse, sauver son peuple. La force de Powahana, c'est incontestablement que les gens se reconnaissent en lui. C'est vrai qu'il y a à la fois chez Powahana beaucoup de qualités tout à fait ordinaires. C'est un homme du peuple qui parle tahitien et qui parle pas très bien le français au début de sa carrière. Un homme humble, économiquement issu d'un milieu très modeste. Donc à la fois les gens se reconnaissent dans lui et à la fois il a aussi quelque chose de plus. Parce qu'un homme politique ne peut pas être simplement un sujet ordinaire, il faut aussi qu'il ait des qualités extraordinaires. Et là-dessus, son physique, son aura font que quelque part il aurait été plutôt prédestiné à appartenir un peu aux nantis. Finalement, il est assez métissé. Il est fils d'un petit notable de district, d'un chef de district. Et pourtant, il mène un combat qui est vraiment un combat populaire, un combat pour la base polynésienne, pour la population polynésienne de souche. Alors que sa popularité ne cesse de croître, l'exaspération chez ses détracteurs suit la même ascension. Le gouverneur Petitbon, dès son arrivée en décembre 1950, pointe du doigt les trublions et quelques petits imbéciles qui ont nui à la cordialité naturelle des Tahitiens. Le gouverneur s'emploie dès lors à contenir le phénomène Powahana. Les nombreuses tentatives de déstabilisation n'ont pas donné le résultat escompté. Le 2 septembre 1951, la victoire est éclatante. Powahana Aopa est réélu avec plus de 70% des suffrages. L'année 52 a été une année très agitée parce que justement, le RDPT avait l'impression qu'on allait lui voler sa victoire. Et les partis politiques opposés à Powahana faisaient du lobbying très très fort à Paris pour que des dispositions de la loi sur le plan électoral viennent créer des difficultés au RDPT. Powahana prônait la rupture avec la France et certaines personnes trouvaient que la colonisation était quand même assez douce et qu'il valait mieux travailler avec l'argent de la France que sans. Donc le combat de Powahana, c'est plus un combat pour être que pour avoir. Et c'est sûr que certaines personnes conçoivent la vie politique différemment et pensent qu'en politique, il faut avoir des moyens, il faut avoir des choses à distribuer, il faut tirer des avantages d'une situation. Et Powahana avait un combat qui était presque un combat éthique, un combat moral pour s'assumer, pour porter tout seul son fardeau, pour être libre. Mais ce n'était pas nécessairement ainsi que tout le monde voulait faire de la politique. E tōna hara rātu, te mene i hoe amra maa, e hoe pra. Te paipe ui te tātaramu pra mireti me pu aroro, e watapuhi e te hau. Me teitei no. Para mai nei, mo tāta ona iana, hare tā maa, e atu tāwa maa, hare turu ona parai. Tātara rā mai ona ki tāpoi, e ere te maa, e moni, teitei te moni. Nā autura tāna pahonora, nā utei e maa, nā himune e amu pauro o tara muni maa nāua. Te ura, e rau e pauro o tara muni hewe hiu.
na watara. Pahono drona, te hia tato nuna. Te hia pa ia tato nuna ama, na utei. Horoto pa ia tato nuna na tiwira tiro. Te rea taime, ai te tarato pahono rawa hau. Ai te rato e tainahi pahono. Tō rato tō ia i te rae e i te tō aru o Pouan ai ro ai shou. I te ro ai rato i shou. Un des points forts de Pouan A, une de ses chances finalement, c'est que ses opposants ou l'autre camp est très divisé. Il n'y a pas une personnalité charismatique à son égal qui émerge de l'autre côté. Donc on a un certain nombre de petits partis politiques qui se créent au début des années 1950 sans avoir une grande figure qui émerge à leur tête. Il va falloir attendre 1956 pour avoir Rudi Bambridge, l'homme très bien né, très fortuné, de la famille la plus fortunée de Papeete, qui sera son challenger pour les élections de 1956. Bien que Rudi Bambridge mène une campagne avec des moyens très puissants, Pouan A est réélu député pour la 3e fois. Avec les mêmes slogans de campagne, notamment le Tahiti aux Tahitiens, le parti continue à remporter plusieurs victoires électorales jusqu'en 1957. En même temps, ses propos se radicalisent envers la présence française, du moins envers les fonctionnaires qui la représentent, et contre le pouvoir de l'argent qui le rend responsable de tous les maux. Alors qu'il n'occupe plus de fonction officielle au sein du gouvernement français, le général de Gaulle arrive à Tahiti le 30 août 1956 pour une visite de quelques jours. Il y est reçu avec tous les honneurs que l'on destine au chef d'État. Le jour de son arrivée, il prononce un discours pour le moins ambigu, où il fait référence à un monde nouveau. Le règne de l'énergie atomique apporte à tous les hommes à la fois d'immenses possibilités de progrès et une terrible menace. Eh bien, dans le monde tel qu'il devient, Tahiti jusqu'à présent lointaine, isolée au milieu des mers, Tahiti tout à coup voit s'ouvrir un rôle important, un rôle nouveau sur le globe terrestre. Il n'est que d'imaginer les périls que la menace atomique fait peser sur la Terre pour voir que Tahiti, là où elle est, entourée de l'immensité invulnérable de l'océan, Tahiti peut être demain un refuge et un centre d'action pour la civilisation tout entière. Voilà comment la transformation du monde, à laquelle nous assistons, donne à votre île et aux îles qui l'entourent une importance tout à coup très grande. C'est dire avec quelle force je crois que votre pays doit continuer de faire la route avec la France vers le destin commun du progrès, du bonheur et de la grandeur. Tahiti va pénétrer dans ce nouveau monde, et ce monde nucléaire, il pourra être un refuge, mais un refuge pour qui ? Est-ce que c'est un refuge pour l'humanité qui va pouvoir venir ici en cas où le monde serait nucléarisé, le reste du monde serait nucléarisé, ou est-ce que ça va être un refuge pour les experts de la bombe atomique française ? Donc c'est ça... le discours ambigu du général de Gaulle, je pense que c'est un homme qui anticipe. Et donc, en 1956, il ne pouvait pas ignorer que la Polynésie serait le champ d'expérimentation pour la bombe H. À la même période, le gouvernement socialiste français a la volonté de voir appliquer le préambule de la Constitution de 1946 qui donne aux peuples d'outre-mer la possibilité de gérer leurs propres affaires. C'est ainsi qu'en juillet 1957 est adoptée à l'Assemblée nationale la loi cadre de fer. Son application promet d'offrir une plus grande autonomie aux élus polynésiens. Le conseil privé du gouverneur disparaît et le territoire se dote d'une nouvelle institution, un conseil de gouvernement composé de ministres. Celui-ci sera voté par l'Assemblée polynésienne le 11 décembre 1957. Pouan A devient le premier vice-président du gouvernement du territoire de la Polynésie française. Il occupe le second poste de l'exécutif, après le gouverneur, qui reste la première autorité. Depuis 1880, date de l'annexion de Tahiti et de ses dépendances, les Polynésiens sont, pour la première fois, associés à la gestion de leurs affaires. Mais pour Pouan A, cela ne suffit pas. Il réclame toujours plus de compétences en matière foncière. Il est en conflit avec les magistrats et critique sévèrement les décisions de justice. Le gouverneur Toby écrit « Personnalité frustre et sans culture,
il se refuse à admettre la législation française en matière immobilière. Pourtant, de façon plus confidentielle, le gouverneur Tauby reconnaissait dans un courrier adressé au ministre de la France d'Outre-mer l'inadaptation fondamentale de la législation foncière en vigueur, regrettant que la France n'ait pas respecté sa parole donnée lors de l'annexion de 1880, laissant les affaires relatives aux terres entre les mains des tribunaux indigènes. Powaan-A dénonce inlassablement des décisions injustes et se préoccupe de savoir comment les petites gens pourraient payer des avocats. Il propose de revenir au Tomité, comité de sages statuant sur les affaires foncières, car devant les tribunaux, dit-il, c'est toujours le petit qui paye. Cette guerre ancienne entre les représentants de la République et le RDPT n'explique pourtant pas à elle seule la difficile et lente mise en route du gouvernement polynésien, à qui on vient de confier l'exercice du pouvoir et qui peine à appliquer concrètement les thèmes si chèrement défendus depuis près d'une décennie. Il y a plusieurs faiblesses chez Powaan-A. Il y a le fait que ce n'est pas un homme instruit, donc par rapport à certains de ses adversaires qui sont plus éduqués, qui connaissent les questions budgétaires. Powaan-A a peut-être une petite faiblesse dans ce domaine-là, qui lui vaudra, et c'est sa deuxième faiblesse, une certaine compétition interne dans son parti avec Jean-Baptiste Serhan-Jérusalemi, qui est un homme très proche et qui sera fidèle globalement à Powaan-A, mais qui est un peu plus instruit et qui, dans certaines circonstances, trouvera que Powaan-A pourrait être le président d'honneur du parti, mais pas forcément le président exécutif. Au sein même du gouvernement, l'inquiétude gagne le ministre des Finances, Henri Baudin, qui mesure que le rythme des dépenses de certains services ne peut aboutir qu'à un épuisement des crédits avant la fin de l'année. Par nécessité budgétaire, Serhan-Jérusalemi fait adopter à l'Assemblée un texte établissant le principe de l'impôt sur le revenu. L'offensive ne tarde pas à venir de la part des nantis, des commerçants et des anti-RDPT. Le 29 avril 1958, près de 3000 manifestants descendent dans les rues et prennent d'assaut l'Assemblée territoriale. Des camions chargés de cailloux et des bulldozers sont campés autour de l'Assemblée. Le bâtiment est la cible de jets de pierre. Des menaces physiques sont proférées à l'encontre de Serhan-Jérusalemi et de Powaan-A lui-même. Pour éviter toute escalade de violence, Powaan-A se présente devant les émeutiers et, prenant de court son propre camp, annonce l'annulation du projet en prononçant ces mots. Mais cette renonciation de dernière minute ne suffit pas à calmer les esprits chauffés à blanc. Le soir venu, les manifestants les plus menaçants se rendent au domicile de Powaan-A, qui est la cible de nouveaux caillassages. Powaan-A porte plainte. Or, rien ne se passe, rien ne se fait. Il va aller voir le procureur, il va aller voir le gouverneur et rien ne s'est fait alors qu'il y a quand même des éléments qui auraient pu permettre de mettre en cause certaines personnes. Or, indéniablement, on n'a absolument mené aucune enquête. Au lendemain de ce soulèvement populaire, et sous l'insistance du gouverneur et d'agents du pouvoir central, les adversaires du RDPT parviennent à se regrouper sous la bannière de l'Union tahitienne démocratique. De retour à la tête de l'État le 1er juin 1958, le général de Gaulle propose immédiatement d'organiser un référendum pour interroger les populations françaises sur son projet d'une nouvelle constitution. Pour l'avenir de la Polynésie française, l'enjeu de la consultation est capital. En effet, l'application de cette constitution permettra entre autres aux populations des collectivités outre-mer de choisir leur statut après le référendum dans le sens d'une autonomie plus ou moins grande. Les recommandations en provenance de Paris sont très explicites. Premièrement, la Polynésie doit voter oui. Deuxièmement, il est impératif qu'elle choisisse le statut de territoire d'outre-mer, donc rattaché à la République. Powaan-A, avec toute sa rhétorique un peu étrange, peut-être pour un esprit cartésien occidental, dit qu'il n'est pas contre le général de Gaulle. Il dit aux gens d'une manière très formaliste, eh bien, le général de Gaulle nous donne la possibilité de voter oui ou non. Donc si vous votez non, vous n'êtes pas contre
le général de Gaulle, mais vous êtes aussi pour ce qu'il vous donne la possibilité de faire. Et donc il se présente ainsi comme finalement un ami ou un proche du général de Gaulle. Il a toujours eu une grande estime, une grande affection pour le général de Gaulle. Ça ne marchait peut-être pas dans les deux sens d'ailleurs, historiquement. L'administration apporte une aide logistique aux candidats du oui, notamment avec la mise à disposition de bateaux militaires ou administratifs. La gendarmerie, elle, apporte une aide discrète mais efficace. Donc là, il y a une collusion des pouvoirs terrible, un parti pris évident de l'administration en 1958. Et Povana est vraiment un homme seul, mais un homme qui triomphe dans les quelques îles où il a pu véritablement faire campagne et où les gens mesurent la force de son courage. Il y avait un blocage de partout et il est parti aussi sur un bonitier, un simple bonitier. Et oui, il faisait sa campagne en bonitier. Non, d'un courage exemplaire. Tu vois, il bon. Je me suis dit, il n'y a pas de tout. Il y a pas et ton petit n'est l'autre petit. Il faut que tu puisses en pitié, maman, papa. Ton il y a une de mes horreurs, on est thérapeutique, nous te faut que tu aies pour moi. Bon, il est dans le house. Je me suis dit, on est dans le house. Mais je dis, il y a un choix où il y a un house. Nakataon na hayane na nahuane tio ho emanua tio ta tabri ani tara manua ni teuha huria ani pura hoa marin tiro tomato chole pura e chfau dira mai pura te ana me ni te nani teuha hararo ni puro mu hardo e chfarato hai farapiro ta e fatano i bubu no te me pa tio hanye I horo te puti no sau dai puana un paro to me na tamanau e hao I horo ai no tape o falta I proboana me tu hanye o faturo o yana no to me e tata tiara te pise ate o horo to puti ate mon. Les églises sortent elles aussi de leurs réserves pour appeler à voter oui. Les dirigeants des églises catholiques et protestantes s'engagent sur les ondes de la radio publique contre Povana, appelant à voter pour le oui à la France, oui au maintien dans l'ensemble français. Malgré les attaques et les obstacles, Povana ne ménage pas ses efforts pour convaincre son peuple de le suivre. Au soir du 28 septembre 1958, le oui l'emporte largement avec 64% des suffrages. Povana connaît son premier revers électoral depuis 1949. Il reste le vice-président du gouvernement, mais son pouvoir est remis en cause. Dès le lendemain, on peut lire dans le journal Les Débats. Povana doit être jeté hors de la Polynésie, interdit de séjour et déchu de la nationalité française. Les autorités politiques tentent de trouver très rapidement un moyen pour l'évincer définitivement, avant que l'Assemblée ne se prononce, dans les 4 mois, sur le statut qu'elle choisit d'adopter. Bien sûr, le but, c'est d'empêcher Povana de proposer donc, un statut qui ne conviendrait pas donc, au gouvernement français. Et quand on regarde la chronologie, là encore, on est frappé. Quand on regarde les télégrammes qui sont envoyés au gouverneur par le ministre, la chronologie est très simple. Quand le gouverneur reçoit l'ordre de s'opposer par tous les moyens donc, à Povana, comme par hasard, dans les 24 heures qui suivent, Povana est arrêté pour tentative d'incendie. Le gouverneur a carte blanche pour agir. Sa mission, s'assurer que l'Assemblée, majoritairement RDPT, soit amenée à conserver le statut de territoire d'outre-mer. Paris donne l'ordre de suspendre le conseil de gouvernement, ou sans vice-président. Mais sous quel motif ? Ce sera le désordre qui menace le territoire. Les partisans de Povana donc, se barricadent dans son quartier. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent dans la ville sur ce qui pourrait arriver. Et voilà, donc il y a une atmosphère très très difficile dans les jours qui ont suivi le référendum. Et le gouverneur se saisit de cette occasion. Il dit, ben voilà, l'ordre public est menacé, donc je suspends le conseil de gouvernement. Le gouverneur ne s'interroge pas de savoir si
l'agitation, elle n'est pas le fait des adversaires de Pouvana. Eux ne sont pas inquiétés. Ils ont des pierres, ils ont des bulldozers, ils encerclent un peu la maison de Pouvana. Ça, c'est pas grave, ça. J'ai demandé à Pouvana de quitter ce lieu, quitter cet enfermement pour venir. Il n'a jamais voulu, il n'a jamais accepté. Il voulait rester avec son peuple, avec ses gens. Et effectivement, Pouvana sent que quelque chose est en train de se passer, qu'on est en train de monter quelque chose contre lui. Ses amis qui sont avec lui ont les esprits qui s'échauffent. Alors on ne dort plus, on boit énormément de café. Et dans cette atmosphère-là, alors tout est un peu possible. Durant la nuit du 9 octobre, règne une certaine panique. Des rondes de milices vont et viennent dans la ville. Cette nuit-là, moi, j'étais chez Pouvana. Et puis, il était tard la nuit, peut-être vers 8h, 9h, je montais pour dormir. Et dans le couloir, il y a Pouvana qui allait dans sa chambre, parce que la chambre où je dormais, là, de Lola, il y a la chambre à Pouvana là et la chambre à Lola là. Et j'ai dit, je vais aller dormir, j'étais fatiguée. Et en montant, il y avait un garçon qui s'appelle Alexis. Je ne sais pas Alexis comment. Lui, il était derrière Pouvana et je l'ai entendu dire, je vais le dire en tahitien parce que c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, parce qu'eux, ils appelaient aussi Pouvana Teruo. Alors, il disait Teruo, Nafea, Hari tout de suite eure. Pouvana s'est retourné, puis il a dit, War hur robota automo pen. Naruto Hari tout de suite eure, Hari a tout de suite. Yara autot umen ia. Et puis après, il a fait demi-tour et moi, j'étais derrière, j'étais à 1 mètre. Tu vois? Notre maison, hein? D'habitude, il y a toujours une lumière allumée et on dirait plus personne. Je rentre, on m'a dit, hey, restez dehors. J'ai dit, je vais chez moi, je vais dormir. Il y a des gardiens, là sur le portail de la rentrée de notre cour. Après, il me dit, oui. J'ai dit, non, t'es vrai. Je suis rentré, ils n'ont plus rien. Il y en a un qui m'a vu, il n'a plus rien dit, je suis rentré. J'arrive dans la maison, ça sent de la gasoline. On dirait, c'est tout nouveau pour moi de sentir ça. Et je voyais les cailloux sur les escaliers pour monter. Oh, bien rangé des cailloux. Et ces cailloux, c'est pour faire notre terrasse qui n'est pas terminée. Alors, ils ont été tout ramassés, ils ont rangé sur l'escalier. Alors tout le monde était là, mais c'est après seulement que les gens ont réalisé qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient censés très près des autres partis politiques, et ils étaient là aussi ce soir-là, dans le Alexis. On sait très bien qu'ils n'ont jamais été pour Pouvana, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Le 10 octobre, à l'aube, les forces de l'ordre encerclent la maison. Pouvana est prié de se rendre. Il était habillé de son écharpe et de son écusson. Et il a été devant, il est resté, parce qu'on a peut-être fait la prière. Pour lui, ils ont respecté. Les gendarmes auraient bien respecté. Et après, ils sont envoyés sur la grande route, dans la voiture cellulaire. Pas longtemps après, c'est moi qu'on a pris. Il y avait la sœur à Fifi et son mari et moi, pour être témoins de la maison. Ils vont faire une fouille. Bon, je suis resté là. On a fouillé la maison. Alors là, c'est pas fouillé. On va là, par exemple, on a commencé par en haut, l'étage. On va à l'étage. Il y a la chambre de mon oncle. Ils ouvrent. Ils vont direct sur le lit de mon oncle. Ils chavirent deux fusils en dessous le lit. J'ai dit, c'est pas à nous ça. Comment ça se fait, c'est arrivé dans la maison? Et après, dans ma chambre, direct, dans un coquillage, un gros pou. Il fait comme ça, des balles qui tombent. Il dit, ah non. Ou, c'est pas à moi ces balles-là. Comment ça se fait, c'est dans ma chambre, tu vois? Et après, direct dans la chambre de mon grand-père, c'était en face. Sur l'armoire, mais la commode, il y avait un livre. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais on m'a dit après. Après, ils ouvrent des photos porno. Ah non, j'ai dit, je ne sais pas, mais sans fouiller les autres endroits. Direct, c'est les endroits où il y a toutes ces choses. Quand on est venu arrêter, j'étais à la maison.
C'est juste en face de notre maison de chez Powana. J'étais à la maison avec mes parents, mes frères et sœurs, et on entendait des militaires tôt le matin. Ils ont entouré tout le quartier. Il y avait plein de militaires avec leurs fusils, je ne sais pas s'il y a des balles dedans, ils ont entouré. Et puis on est venu, on ne pouvait plus bouger, ils disent vous asseyez là et vous restez tranquille, vous ne bougez plus. Puis là, on regarde, on a vu Powana descendre, les gendarmes allaient le chercher. Mais le truc qui m'a marqué, c'est que quand un van est arrivé, côté droit, il y a un gendarme qui est descendu. Il est allé tout droit, pas dans la cour à Powana, à côté. Il y a un terrain vague, un Tumuuru là, un pied de Mayoré. Il est allé là, il s'est baissé, il a gratté, même pas quoi, une seconde, 2 secondes, et puis il a sorti une bouteille de Molotov. Et ma mère, qui était à côté de moi, elle a dit « Ah non, le capitaine de la gendarmerie, il est allé tout droit là-bas, il savait déjà qu'il y avait une bouteille. » J'avais 18 ans, j'étais mineure. À ce temps-là, c'était 21 ans pour être majeure. Mais j'aurais voulu pour pouvoir dire ce que j'ai vu de mes propres yeux. L'idée, c'est qu'il faut faire en sorte que ceux qui devront juger Pouvana n'aient aucun scrupule, cette fois, à le juger. Il faut donc qu'il apparaisse comme un personnage odieux. Et donc on met en place une cellule d'action psychologique, aussi bien dans les services civils d'ailleurs que dans l'armée, pour mettre en place toute une propagande qui va présenter Pouvana sous le jour le plus désagréable possible. En plus, on exerce une forte pression sur les amis de Pouvana, qui vont avoir tellement peur qu'à l'Assemblée, ils vont faire assaut de patriotisme, en disant « jamais nous nous séparerons de la France », etc. Et c'est ainsi un peu comme si tous les amis de Pouvana le lâchaient un petit peu. Le oui l'ayant emporté, les élus doivent, dans un délai de 4 mois, adopter le futur statut de la Polynésie française. Donc il y a comme un consensus qui se fait pour qu'on reste un territoire d'outre-mer. Mais alors, avec quel statut particulier ? Et c'est là qu'interviennent donc les adversaires de Pouvana, dont Gérald Koppenrath, qui dit en quelque sorte nous venons de vivre des événements dramatiques parce que on est allé trop vite dans l'autonomie. Donc il faut revenir sur quelque chose de moins politique. Il faut se contenter simplement d'une administration des choses, en redonnant au gouverneur des pouvoirs importants et en faisant en sorte que dans le conseil de gouvernement, on ait simplement à gérer les affaires en cours et qu'on n'ait pas une politisation du gouvernement. Le 23 décembre 1958, une ordonnance est signée par le général de Gaulle qui réduit à néant la loi cadre de fer. Le poste de vice-président est supprimé. Les ministres ont perdu leur titre et ne conservent que des attributions collégiales. Le gouverneur redevient l'homme tout-puissant du territoire. En octobre 1959, Powana et une quarantaine de prévenus sont jugés après quelques mois d'une instruction menée à charge. On se rend compte, quand on lit le dossier d'information, que
Il faut remonter quelques jours auparavant et où on voit effectivement un personnage qui est un petit peu trouble et qui va effectivement dénoncer des faits, les faits qui vont avoir lieu donc dans cette nuit, qui va pousser Pouvana un petit peu à la faute. C'est ce qu'on a l'impression quand on lit le dossier en tous les cas. À la vérité, il n'y a jamais eu de feu mis à la ville. Il y a 2 ou 3 cocktails Molotov qui sont lancés dans 2 ou 3 maisons de propriété et c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et Pouvana, ce soir-là, dormait dans son lit et c'est tout. Est-ce que ces cocktails Molotov ont été mis dans sa maison par des adversaires qui ont essayé donc de le faire tomber dans un piège? Est-ce que ces bouteilles étaient là simplement pour se défendre si on l'attaquait? C'est toute la grande interrogation. Mais l'accusation est très grave, puisque les charges retenues contre Pouvana et les autres inculpés sont qualifiées de criminelles et relèvent de la cour d'assises. Ce qui signifie qu'au regard des faits qui leur sont reprochés, ils sont passibles de la peine de mort. Malgré la gravité de l'affaire, le traitement du dossier comporte plusieurs aberrations juridiques. Dès le départ, les conditions de son arrestation bafouent son immunité parlementaire et le principe de la présomption d'innocence. Autre curiosité juridique, le principe du double degré de juridiction n'est pas respecté. Celui-ci permet d'établir une seconde expertise du dossier afin de garantir une plus grande neutralité. Mais ici, on retrouve à la tête des 2 juridictions concernées une seule et même personne, un certain René Bonneau, un magistrat qui a eu autrefois de très vifs désaccords avec Pouvana sur les questions foncières. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que la décision d'arrestation de Pouvana se décide dans le bureau du gouverneur et non pas chez le procureur de la République, puisque normalement, celui qui détient l'action publique, c'est le procureur de la République. Ce n'est pas le gouverneur ou l'équivalent du préfet ou du haut-commissaire aujourd'hui en Polynésie française. La correspondance échangée entre le gouverneur et le ministre dévoile qu'il faut à tout prix obtenir la condamnation du député. Le dépaysement du procès en France est retenu comme la première option envisageable. Urgent. Trouver solution levée immunité parlementaire immédiate. Prévoir jugement devant cour d'assises métropole à jury terrien. Condamnation prévisible rendra l'intéressé inéligible. Signé Bruno. Mais l'avis du ministre de la Justice, Edmond Michelet, reste très réservé. Il n'est pas convaincu par les arguments avancés pour obtenir la culpabilité du député. Le dossier est vide. Un non-lieu semble d'évidence et seules des raisons électorales semblent justifier la privation de liberté de ce Tahitien. La décision est finalement prise. Le procès aura lieu à Tahiti et dans les meilleurs délais. Les demandes de pourvoi en cassation de Maître Richker, l'avocat de Pouvana, sont toutes rejetées. La partie semble définitivement jouée. Son avocat lui confie. Le procès s'ouvre le 19 octobre 1959 au palais de justice de Papeete. Les forces de l'ordre sont déployées et un dispositif important est mis en place pour éviter tout débordement. Pouvana apparaît amaigri et très fatigué au terme d'une année d'emprisonnement. Il est ceint de son écharpe tricolore de député. En plus, tout se passait en français, il n'y avait que lui qui parlait en tahitien. Alors il y avait un décalage très fort et que ce n'était pas très facile de traduire Pouvana en français, surtout quand il utilise des termes bibliques. Le procureur élabore un réquisitoire accablant, n'hésitant pas à faire part de jugements de valeur très personnelle et de tenir des propos méprisants à l'adresse du député, le comparant même à l'empereur Néron qui fit brûler Rome. À la différence de Néron, Pouvana n'est pas fou. Il doit en conséquence être considéré comme pleinement responsable de ses actes. Cependant, les motifs de son accusation ont été, en cours de jugement, requalifiés, autrement dit minimisés. C'est-à-dire que le chef d'inculpation sera tout de même adouci pour ne pas qu'il risque la peine capitale. Parce que là, ce serait vraiment énorme de faire encourir la peine capitale à une personne, à un vieux monsieur qui était dans son lit ce soir-là. Donc chacun se rend compte que Pouvana est tombé dans un piège. Qui y a contribué? C'est toute une élaboration. La plaidoirie de la défense, Maître Richker,
s'adresse aux jurés en exposant les qualités du Métoua comme homme de paix et de justice. Il en appelle aux consciences pour envisager les conséquences politiques de l'issue du jugement. Tout à l'heure, vous allez rendre un verdict que je pourrais qualifier d'historique pour notre petit territoire. N'oubliez pas, messieurs, que si cet accusé venait à mourir en prison, vous leur aurez volontairement procuré ce qui manque à leur cause, un martyr. Nous sommes dans une situation où effectivement, là en l'occurrence, on veut la condamnation. On se moque bien en fait s'il est coupable ou s'il est innocent. Et ce qu'on veut, c'est la condamnation parce qu'on a besoin de faire quelque chose ici en Polynésie française. Et à partir de là, je pense qu'on peut effectivement parler de justice coloniale dans le cadre du procès de Pouvana. Au terme de 3 jours de procès et après seulement 2 heures de délibération, la Cour rend son audience le 21 octobre à 21h. Pouana Aopa est condamné à 8 ans de réclusion criminelle, assorti de 15 ans d'interdiction de séjour. Il ne faut pas oublier que Pouana Aopa était déjà âgé de 63 ans au moment de sa condamnation et qu'en condamnant à une peine aussi sévère, eh bien, on le condamne à ne plus revenir en Polynésie française. Alors, il faut comprendre la mise à l'écart de Pouvana par la conjonction de 2 puissances, je dirais. Il y a la puissance de l'État, qui est donc sa raison d'État. Sa raison d'État, vraisemblablement, c'est donc le CEP. Et puis, il y a les adversaires de Pouvana qui ont eu très peur, localement. Il faut bien se mettre à la place des adversaires de Pouvana pour comprendre quelle a été leur terreur. Vraisemblablement, eux voyaient l'indépendance comme la misère absolue, surtout pour eux. Donc, forcément, Pouvana les avait effrayés. Et leur désir, lorsqu'ils ont vu que Pouvana s'était affaibli au référendum de 58, c'est « faut abattre cet homme, il est beaucoup trop dangereux ». Un des responsables politiques de l'époque m'avait raconté, vous savez, bon c'est vrai, on a été dur avec Pouvana, mais vous savez, si Pouvana était resté en Polynésie, on n'aurait pas pu faire les affaires qu'on a réalisées. Et celui qui parlait était très riche. Bon. Donc, il faut bien comprendre donc, que Pouvana a été victime à la fois de la raison d'État et de la raison des riches de Polynésie. Le 15 mars 1960, quelques semaines après la déchéance de son mandat de député, Pouvana est emmené en pleine nuit à bord d'un patrouilleur, puis transféré au large de la côte est de Tahiti, sur le Calédonien. À un moment, il a frappé sur le bateau et son handicap, par la suite, semble provenir de cela. Certains de nos compatriotes ne se sont pas bien comportés vis-à-vis de Pouvana. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il était blessé et qu'on s'en est pas préoccupé, quoi. À Tahiti, le nouveau gouverneur Siko porte tous ses efforts à réaffirmer sa pleine autorité en tant que chef de l'exécutif et à faire oublier le Métoua. Pour cela, il dispose de moyens conséquents. Il a créé au sein de son cabinet une cellule d'action politique et psychologique chargée d'organiser la propagande anti-Pouvana et faciliter la reprise en main des populations. Il y a un traumatisme de l'affaire Pouvana. Les gens vont avoir peur après qu'il leur arrive la même chose. Vous êtes dans votre lit, vous avez parlé, vous avez des gens autour de vous et vous vous retrouvez ensuite éloigné pendant 15 ans, pendant des années d'emprisonnement.
Povana est incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille, puis à Fresnes. Il reste 15 mois avant d'être appelé au chevet de son fils Matteo Oppa, ce fils qu'il a envoyé à la guerre, qui lui a succédé dans ses fonctions de député et qui est à présent très malade. Il a été à l'hôpital Ténon. On l'a accepté d'aller là à côté de son fils. Il a été à côté jusqu'à sa mort. Il est resté peu à côté de son fils. Après cette nouvelle épreuve, l'état de Povana s'en trouve affecté. À 67 ans, il quitte le milieu carcéral. Il est désormais assigné à résidence au nord de Paris. Povana, à Pierrefonds, accepte la sanction qui lui est donnée, non pas du tout qu'il la trouve juste, je crois qu'il est profondément choqué et qu'il se battra ensuite toute sa vie pour précisément être réhabilité et contre ce procès, mais il accepte ça comme une épreuve de plus. Il essaye de rationaliser ça avec toute sa culture religieuse en se disant, eh bien, si mon Créateur m'impose une telle souffrance, eh bien, je dois l'endurer pour montrer combien je suis fort et je reviendrai encore plus fort. Depuis le retour du général de Gaulle au pouvoir le 1er juin 1958, le programme du nucléaire connaît une accélération notable. Le gouvernement de la Ve République entend mener ce dossier avec la plus grande énergie. Mais le général s'intéresse aussi de très près aux conditions de résidence de Povana. Il exige du ministère de l'Intérieur une surveillance des plus discrètes. Il importe d'une manière absolue d'empêcher un éventuel départ de France de Povana. Il peut se rendre facilement à Tahiti, en franchissant clandestinement la frontière française et en s'embarquant dans un avion d'une compagnie étrangère à destination de Papeete. Or, sa présence serait particulièrement préjudiciable pour les intérêts français, étant donné son action antinationale et surtout les futures expérimentations atomiques qui doivent normalement se dérouler désormais dans les eaux du Pacifique. En 1962, 4 ans après son arrestation, les élus de l'Assemblée territoriale sont unanimes pour réclamer la libération du Métoua. Quelques semaines après, une délégation d'élus polynésiens part en France pour demander un plan d'aide sur 5 ans, car la situation économique du territoire est catastrophique. Le général de Gaulle leur présente son projet de centre d'expérimentation comme la solution durable à leurs problèmes financiers. Donc ils sont très impressionnés. Et effectivement, quand ils réfléchissent bien, ils se rendent compte que, bah oui, c'est peut-être finalement une solution. Et il y a quelque chose qui est très frappant. Quand on regarde les journaux, au retour des conseillers qui reviennent de Paris, ils arrivent à l'aéroport, ils sont inondés de fleurs, ils ont un sourire jusque-là. Manifestement, sur leur visage, il n'y a aucun signe d'inquiétude. Au contraire, ils reviennent, ils ont plein d'argent. Et la promesse que l'argent va couler à flot. Tout va bien. Donc, autrement dit, on a procédé de façon très intelligente en amadouant un peu les conseillers et en s'arrangeant pour qu'ils soient les bénéficiaires, finalement, des retombées du CEP. Ce qui fait qu'on a créé d'ailleurs en Polynésie une classe politique qui, finalement, ne représentait plus les milieux populaires comme l'avait représenté le RDPT. Mais Povana espère toujours voir le rassemblement affirmer avec force une opposition. Le parti doit persister dans la voie de l'indépendance et demander l'organisation d'un référendum. Et là, le gouverneur et le gouvernement de la République vont utiliser un texte qui date de 1936 et qui fait que on n'a pas le droit de demander l'indépendance d'un morceau du territoire français. Comme la Polynésie a choisi de rester française en 1958, elle n'a pas le droit de demander l'indépendance. Au moins, c'est ce que pensent les juristes à l'époque. Donc, fort du texte de 1936, eh bien, on va dissoudre le RDPT et le parti de Séreng-Jérusalémi, le PTM. Toute son armature est supprimée. Et si 2 leaders du RDPT se rencontrent, ne serait-ce que dans la rue, et s'ils sont vus en train de discuter entre eux,
on peut les accuser de reconstitution de ligue dissoute. Donc c'est une mesure très grave qui est prise et qui fait qu'on a anéanti le parti. Et donc, on a anéanti toute possibilité de s'opposer au CEP, en fait. Au même moment, Povana est transféré dans le Gard. Il est dès lors coupé de tout contact avec Tahiti. Alors j'étais, en tant que rapporteur du budget, censé arranger tout cela et chercher les financements dans le cas où nous n'en trouverions pas localement. Alors, devant un déficit de 20 millions, l'Assemblée a décidé de m'envoyer en France pour aller au ministère de la France d'Outre-mer quémander de l'argent. J'arrive à l'Élysée et c'était un des anciens gouverneurs d'ici qui était le directeur de cabinet de Foccart. Il me reçoit très gentiment et il me dit le général veut vous voir. Alors je rentre, je suis présenté au général de Gaulle qui me dit cher ami, enfin bref, et je l'écoute, il est pressé, il me fait comprendre qu'il a besoin de ces atolls pour les expérimentations atomiques. Et que il serait souhaitable que nous les donnions à la France. Et que si nous ne le faisions pas, il aurait des moyens de nous contraindre. Par exemple, il m'a dit, j'ai besoin de ce territoire, j'ai besoin de son positionnement, et je ferai simplement nommer un gouvernement militaire en Polynésie française. Alors, je déclarerai la Polynésie zone stratégique. Alors, j'étais un peu surpris de ces déclarations-là et je n'ai pas eu de réponse à ce moment-là, mais après j'ai beaucoup réfléchi. Et puis, il n'était pas question que nous discutions, il était question qu'ils me disent ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient pour la grandeur de la France. Et De Gaulle m'avait dit, on trouvera des moyens pour améliorer la vie, la société polynésienne, ne vous inquiétez pas. Alors que la construction des bases de Moruroa et Fangataufa est entamée depuis une année, le problème foncier n'est toujours pas réglé. Normalement, la question du bail de Moruroa aurait dû être débattue en assemblée. Et la peur de la réaction des électeurs a fait que les hommes politiques se sont déchargés sur la commission permanente de prendre le choix. Le 6 février 1964, la commission permanente de l'Assemblée territoriale se réunit. Le débat ne porte pas sur l'implantation ou non du CEP, mais sur la nature du bail. Jacques-Denis Drolet, rapporteur du dossier, argumente en faveur d'un bail de location gratuite pour une durée non déterminée. J'ai dit que nous faisions un sacrifice et nous souhaitions que l'État français ne l'oublie jamais. J'espère qu'ils ne l'oublieront pas. Alors, Jacques-Denis Drolet raisonne en disant au fond, j'ai pris mes responsabilités, j'ai voulu éviter à la Polynésie d'être une zone militaire, et moi, j'ai pris mes responsabilités alors que les autres ont fui. Le premier tir nucléaire a lieu le 2 juillet 1966 au-dessus de l'atoll de Moruroa. La bombe était de faible puissance, titre le quotidien La Dépêche. Pour Povana,
La fin de sa détention doit s'achever en octobre de la même année. Mais le 23 février 1966, il bénéficie d'une remise de peine. Sa liberté reste toute relative, puisqu'une interdiction de séjour lui est imposée sur l'ensemble des territoires français du Pacifique. En 1966, j'ai pu donc passer une journée avec lui. De ma conversation de cette journée, s'il y a quelque chose que je retiens, c'est... il pensait à son retour. Est-ce qu'à son retour, ce qu'il a fait pour le peuple, ce qu'il croit avoir fait pour son peuple, est-ce que le peuple sera toujours près de lui ou non? Yateo ite ununa. Aituo hinaro. Yatea tu ununa ya. Hinaro fatata tu ununa ya. Et il parlait avec des larmes dans les yeux. À Paris, je rencontre Sicurani qui me dit revenez demain matin, vous aurez une surprise très agréable. Je rentre à l'hôtel, et à l'hôtel, je trouve une lettre de Alec Atta. Et dans cette lettre, Alec Atta me mettait en garde contre les agissements du gouvernement français qui voulait absolument faire adopter la départementalisation par Pouvanna. Le délégué avait un salon. Il ouvre la porte du salon et qu'est-ce que je vois? Pouvanna. Il me dit, voilà, je souhaite que tu fasses tout ce qu'il faut faire, toutes les démarches possibles pour que la Polynésie devienne un département. Et je dis, mais attends, je m'y attendais, hein. Je dis, attends, toi, tu as toujours voulu l'indépendance et maintenant tu veux un département? Le département est l'antithèse de l'indépendance. Je dis, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui te demande, qu'est-ce qui te dit de demander? Il dit, c'est parce que je suis fier d'être ici et je veux rentrer chez moi. Alors je lui dis, mais enfin, je ne te comprends pas. Teriki est là, au Palais Bourbon, et c'est là qu'il faut demander la départementalisation. Est-ce que tu as demandé à Teriki? Il me dit, oui, j'ai demandé. Je dis, alors? Il me dit, Aitona Hinaro. Hein? Je dis, et maintenant, au Hinaro, alors, est-ce que tu penses que je le voudrais, que je le souhaiterais? Alors il me dit, oui, tu vas le faire parce que je te le demande et que tu es bien avec le gouvernement français parce que tu as donné Moruro et Whakatauwha à la France. Le chemin était bien tracé, bien dessiné. Je dis, ah, oui, c'est possible, mais je ne le ferai pas. Il m'a dit, Théo, qu'est-ce que tu as? Tu es un orgueilleux? Alors je l'ai bien regardé, je dis non, ne pense pas ça. C'est simplement que sur le plan des principes, je ne le souhaite pas. Parce que le passage du statut actuel à un statut de départementalisation constituerait un recul. Et puis un abandon de nos principes. Alors, il a manifesté son mécontentement, il m'a dit, je ne comprends pas, tu n'as pas compris, toi, tu n'as pas compris que le pays ne peut être sauvé que par moi. Malgré plusieurs tentatives des élus pour obtenir la clémence présidentielle, seule une lettre parvient à convaincre le général. Le 3 juin 1968, le jour de l'ordination du jeune évêque Michel Copenrath, celui-ci rédige un courrier adressé au président de la République. Depuis l'année 1959, Pouvanna Aopa,
ancien député de la Polynésie française, est en exil en France. Ses peines ont été réduites à une simple interdiction de séjour. Je crois que toute la Polynésie française serait reconnaissante d'un geste de clémence de votre part qui ramènerait le Métoua dans son pays natal, la Polynésie. Encore une fois, Monsieur le Président de la République, ne voyez dans ma démarche aucune passion, aucune manœuvre, aucune légèreté, et le simple désir d'un nouvel évêque de Papeete, consacré aujourd'hui même, d'alléger les souffrances d'un homme et d'aider à l'apaisement des esprits. Povana est alors âgé de 73 ans. S'il venait à mourir en exil, il pourrait être élevé au rang de martyr, et cela, le gouvernement ne le souhaite pas. Le général de Gaulle utilise en effet le fait que le 11 novembre 1968, il y aura donc 50 ans que l'armistice a été signé, et que donc pour célébrer cet anniversaire, on pouvait aussi avoir des mesures de grâce. Donc la théâtralité, effectivement, c'est celle-là. C'est de trouver une date qui corresponde assez bien à une mesure de clémence, parce que la France est généreuse avec ses anciens combattants. Mais en fait, il fallait se débarrasser du cas de Povana, maintenant qu'il n'était plus très dangereux, puisque on avait fait donc les essais thermonucléaires et que le personnage vieillissait et n'était plus tout à fait capable de prendre la tête d'un grand mouvement de contestation. Il y avait du monde. Mais il était heureux quand il a vu son pays. Il a dit, ah oui, ce qu'il m'a dit. L'émotion à l'aéroport était absolument palpable. Les gens étaient heureux de retrouver Povana. Il y avait des problèmes pour marcher, mais je le vois encore très digne. Et je pense que ce qu'il m'avait dit à Paris, comment son peuple allait le recevoir, et si son peuple l'acceptait encore, je crois que dès son arrivée, il a été convaincu que son peuple était toujours avec lui. Tu vois, le monde qu'il y avait, mais on n'a pas pu s'approcher de lui, quoi. Hein? Mais c'était, je sais pas, je crois même que j'avais les larmes aux yeux. Le 30 novembre 1968, après 9 ans d'exil, le Métoua vit ces instants qu'il a tant attendus. Sous les applaudissements et les couronnes de fleurs, la décapotable quitte l'aérodrome pour se diriger vers la mairie de Papeete, où une cérémonie d'accueil a été préparée. Dans sa première allocution après 10 ans de silence forcé, il appelle à l'union de tous les partis. À plusieurs reprises, il parle de notre mère patrie. Puis, durant plus d'1 heure, il est couronné, salué, embrassé par ceux et celles qu'il appelle, comme toujours, « mes enfants ». Le Métoua clame son innocence et demande que justice lui soit rendue. Je souhaite faire réviser mon procès et obtenir ma réhabilitation. Je veux aussi que toutes les procédures engagées contre moi depuis 1942 soient examinées de nouveau. Je suis innocent. Je n'éprouve ni haine, ni rancune. La France est une grande nation et c'est pour cela qu'elle me rendra justice. Sur le terrain politique, sa longue absence a permis à d'autres personnages d'émerger.
Powhatan a envie en 1968 de se relancer dans la vie politique, sauf que le créneau politique est occupé désormais par ses successeurs. Il y a John T. Ariki qui accepte très volontiers de s'effacer au profit de Powhatan. John T. Ariki est vraiment un proche et un homme qui ne demande rien, je pense. Mais néanmoins, il a été élu député. Et puis il y a Francis Sanford qui est l'homme montant, un homme finalement assez tendre à cette époque-là, puisqu'il a longtemps été administrativement proche des gouverneurs, et ils deviendront plus proches, amis et partenaires de combat un peu plus tard. Amnistié de sa condamnation en juillet 1969, Powhatan est à nouveau éligible. En 1971, il est le candidat des formations autonomistes. Il est élu sénateur le 26 septembre 1971. Par cette victoire, ses pairs lui offrent une réhabilitation symbolique. Ils reconnaissent en lui le père du combat pour la souveraineté tahitienne. Il est aussi l'ardent défenseur, le premier, de la reconnaissance de la langue tahitienne. Il dépose en 1973, puis en 1975 au Sénat, une proposition de loi tendant à organiser l'enseignement des cultures et des langues vernaculaires dans les territoires d'outre-mer. L'évolution statutaire qui se prépare à présent sur fond de revendications autonomistes et antinucléaires est menée par Francis Sanford et John T. Ariki. 10 ans après les débuts de l'implantation du CEP, 1973 marque la première manifestation populaire antinucléaire dans les rues de Papeete. Une délégation française composée de personnalités politiques, d'hommes d'église et de militants écologistes en fait le déplacement. En tête de cortège, Powhatan défile dans son fauteuil roulant. C'est vraiment un combat qu'il n'imaginait pas à ses débuts. Powhatan, c'est un pêcheur, un agriculteur, un menuisier qui se battait pour de la justice sociale, pour la veuve et l'orphelin, et le voilà maintenant se battre contre les puissances nucléaires. Donc il est à la fois très triste de ce combat extrêmement inégal, et en même temps très fier d'être encore là et d'être à la tête de ces manifestants. Les négociations sur le statut démarrent en 1975 avec le secrétaire d'État à l'outre-mer, Olivier Stirn. Les tractations provoquent un vif mécontentement chez les autonomistes, réunis sous la bannière du Front uni. Furieux, ils réclament la dissolution de l'Assemblée. Un rapport de force est engagé. Pendant 10 mois, l'institution est bloquée. La crise politique n'a pas encore connu d'issue lorsque le 10 janvier 1977, à 82 ans, le sénateur Powhatan à O'Opa s'éteint. Tout le monde était là. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 obsèques comme ça en Polynésie qui a eu autant de monde. En quittant la mairie de Papeete et en venant vers Paua'i, je crois que tout le front de mer était noir de monde. Élue le 29 mai 1977, la nouvelle Assemblée, majoritairement autonomiste, adopte la version finale du projet de statut. Le 12 juillet 1977, Francis Sanford et le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ratifient le statut d'autonomie de gestion du territoire de la Polynésie française. Il naquit l'année de l'annexion de son île Huahine. Il s'est éteint l'année où un statut d'autonomie de gestion est accordé au territoire de la Polynésie française.
Il a fermé les yeux avant d'en avoir vu son application. Il est parti en continuant à clamer son innocence, sans être entendu. Il a été amnistié, gracié. Mais aux yeux de la justice, la faute demeure. Powana est toujours coupable d'avoir voulu incendier Papeete. Débuté. Le bon poète, tout a été. Tapé, il était fait taper. Et il m'a dit, oui. Mate promé, te ora la nihoa, te ora te ni. Ba tu 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 ni ora oi. Tu 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 mo titi a tu mo ai on. Maru. E te ne tata propria. No o nei matu te me ni. Dit fight if ai de promo. Tu tau e pa ia mo. E tenu atu to faru ra me to finu. Lo to te ne yo.